Bon, et bah allez, c'est parti. Première. Vas-y, me regarde pas comme ça, putain. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde émission de Chit Chat. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque et nous nous retrouvons tout de suite dans un nouvel endroit, dans un cinéma, avec Marc. Marc Zeller, enchanté. Merci Et Marc. effectivement, l'endroit est à propos, puisqu'on a pas mal de popcorn en ce moment sur les marchés crypto, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que quel est le sujet que tu aimerais, enfin quel est le sujet qui te passionne le plus en ce moment? Le tricot breton. Le tricot breton, d'accord. Et sur le marché des cryptos? Sur le marché des cryptos, en ce moment, ce qui couvre, au moment où on enregistre cette émission, 99% de l'attention de marché, c'est la débâcle Terra Luna et la chute de l'UST en tant que stablecoin, puisque au moment où on enregistre, le stablecoin UST vaut à peu près 45 centimes. Donc peut-être qu'on a complètement tort et ce qu'on va dire dans cette émission est stupide, mais probablement ça va valoir moins quand vous regarderez cette vidéo. Et le token Luna est passé il y a un mois à une valeur de $113 par actif lorsqu'on enregistre à $1,30. Juste avant qu'on commence, c'était $1,30, c'est ça? Ouais, donc, ou 1,40, enfin dans ces eaux-là. Donc on est avec une chute sur 24 heures de 94%. Donc, tranquille. Moi, j'en ai quasiment pas, donc serein. De toute façon, C'est ce mort. qui est bien, c'est que dans les mouvements comme ça, c'est que la présence de cet actif dans ton portfolio en pourcentage se diminue. Oui, voilà. C'est comme si ça sortait tout seul de ton portfolio, que tu fasses quelque chose ou pas. Son pourcentage dans un portefeuille par rapport au reste diminue. Si vous en avez, vous pouvez toujours le garder pour la postérité. Il y a des gens. Postérité. Alors, postérité. C'est pour c'est ce qu'on appelle un memorabilia, un souvenir. Il y a des gens effectivement qui gardent les tokens The DAO, qui en ont gardé quelques-uns. Alors ça n'a pas de valeur marchande, mais c'est assez. Il y a un petit souvenir avec ça. Il y a des gens qui gardent aussi des Bitcoinect. D'accord. Avec une certaine affection entre guillemets. Et peut-être que le Luna rejoindra cette longue liste des artefacts d'une autre période. La dernière fois, je discutais avec Gaspard de AP Wine, que tu connais bien. Et voilà, il m'a un peu raconté son parcours. Toi, comment t'es arrivé d'être vivant sur la Terre à je travaille chez AV? Ça peut être un peu long comme histoire. Alors, sur les 5-10 dernières années. Voilà, ça va être plus intéressant parce que je pense que ce que j'ai fait en CE2 vous intéresse moyennement. Je me souviens même plus du nom de mon professeur en CE2. Je le salue. Hein, S'il te regarde. S'il regarde. Clairement, moi j'ai commencé dans la crypto d'abord en tant que membre de la communauté, tout simplement, en 2015. Okay. Je suis arrivé par le biais d'un ami qui m'avait vendu un Bitcoin, le nouveau Bitcoin, mais en mieux. Okay. Ça lève un petit peu. Toujours, on lève on fronce les sourcils. Il t'a vendu un Bitcoin SV, c'est ça? Non. J'y arrive. Donc un Bitcoin, mais en mieux. Et j'étais pas complètement aveugle à la crypto, puisque j'avais entendu parler comme beaucoup de gens à l'époque, en 2013, du Bitcoin. Et forcément, un Bitcoin en 2013 à $1,200, je trouvais ça trop cher. Et comme quoi, avec le recul. Et après, on avait vu en 2014 toutes ces altcoins. Donc le Bitcoin du kebab, le Bitcoin qui lave plus blanc que blanc, etc. Et à un moment, mon opinion là-dessus, c'est que si tout le monde peut créer un Bitcoin en 3 clics et en 2 lignes de code, c'est que le truc ne vaut rien. Et du coup, j'avais mis complètement l'idée des cryptos de côté en me disant c'est dommage, c'est une bonne idée, mais les gens ont qu'à faire copier-coller, donc c'est impossible qu'il y en ait un qui marche.
c'était pas la meilleure analyse, en tout cas pas à 100%. C'était ton analyse. C'était mon analyse. Et donc, quand mon ami en 2015 me dit ah, il y a un Bitcoin en mieux, je commence à l'insulter forcément, en lui disant mais t'es débile, mets pas ton argent là-dedans. Et il me dit non, attends, attends, ça s'appelle Ethereum. Et il y a des trucs qui sont nouveaux, ça s'appelle les smart contracts, qui était une notion complètement alien à l'époque, de pouvoir faire du code qui est immutable sur la blockchain de manière décentralisée, etc. Et ça a éveillé mon intérêt. Je suis tombé dans ce qu'on appelle le rabbit hole. À l'époque, ça se passait sur Reddit. Okay. Maintenant, c'est plus sur Twitter. Il y a plein de choses, mais la communauté était plus petite à l'époque quand même. Et je me rends compte au fur et à mesure, à force de discuter sur les forums spécialisés, qu'il y a beaucoup de francophones et de français. Et du coup, je lance un peu un appel à la communauté, directement sur Reddit à l'époque, en disant hey, les gars, moi je suis français, j'ai repéré qu'il y en a plein qui sont français comme vous. Ça vous dit pas qu'on s'organise, qu'on fasse des meet-up et qu'on partage un petit peu nos connaissances sur Ethereum et qu'on apprenne ensemble, etc. Et ça a été le truc fondateur de ce qui a été l'association Ethereum, A7, okay. qui est devenue Ethereum France, qui organise l'ETCC. La prochaine est en juillet. On en est à la 6e édition, c'est-à-dire 5e édition ETCC. Okay. Et avant, okay. La toute première en 2016, ça s'appelait EdCon, donc D'accord. Education Conference. Et du coup, voilà, ça a été un peu le point de départ. Et donc, j'avais encore mon boulot à côté, etc. Et puis, au fur et à mesure, à force de m'impliquer, j'ai rejoint Consensus. Alors, peu de gens connaissent Consensus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la plus grosse entreprise crypto. Qui est la boîte derrière MetaMask voilà. pour... MetaMask, ils ont lancé Gnosis, voilà. ils ont lancé Infura, ils ont lancé beaucoup de projets. Il y a eu beaucoup d'échecs aussi, mais il y a encore des mastodontes qui sortent, qui viennent de Consensus à la base. J'ai quitté Consensus en 2017, j'ai rejoint Coinos, qui s'appelait la maison du Bitcoin à l'époque, en tant qu'analyste. Et ensuite, j'ai été recruté chez Headland en 2019. Avant que ça devienne AV. Ok. En fait, tu as un parcours 100% crypto, quoi, quasiment. Avant, j'avais un boulot semi-étudiant, fin d'étudiant, puisque ça s'appelle Data Scientist, mais en vrai, je mettais des chiffres dans un tableau Excel. Sachez, pour l'avoir vécu et pour avoir été payé pour ça, les gens qui vous disent Data Scientist, 99% du temps, ils mettent des chiffres dans un tableau Excel et ils appuient sur exécuter macro. C'est une énorme arnaque. Ils font du conseil dans des boîtes d'audit. Mais il y a 1% qui font un vrai boulot. Okay. Et moi, je faisais partie du 99%, je vous le dis tout de suite. Hein. J'appliquais des choses qui ont été faites par des gens qui étaient là 5 ans avant moi, 10 ans avant moi. Et donc, j'avais très peu de boulot. Ce qui m'a permis de me concentrer sur l'apprentissage crypto. Comme quoi, belle opportunité. Tout à fait. Et du coup, donc, tu as fait quoi, une école d'ingé, un truc comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai fait du droit. Ah oui, d'accord. Stani est un master de droit. C'est pas vrai? Moi, je suis pas allé jusqu'au master, mais j'ai fait du droit. Ok, donc droit, ensuite data scientist et ensuite full crypto. Ok, c'est vachement intéressant comme... c'est un parcours assez atypique en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes, ça fait vachement boomer de dire ça, mais qui font forcément des écoles d'ingé, des trucs comme ça, et qui rentrent dans la crypto, ou qui font Sciences Po. C'est le truc, c'est que moi je suis arrivé à une époque où l'écosystème était si peu mature qu'il y avait un peu de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, il est bien difficile sans bagage technique de rentrer dans le développement sur Ethereum, parce que c'est devenu un petit peu plus complexe, les applications sont plus larges, l'interopérabilité entre les applications font qu'on est sur des systèmes complexes. À l'époque, les smart contracts, c'était pas ça. Il faut imaginer un Ethereum sans Uniswap, sans stablecoin, sans défi. Le concept de défi est relativement récent dans l'histoire d'Ethereum. 2 ans à peu près. Voilà. Un tout petit peu plus de 2 ans. Donc on était vraiment sur des applications qui étaient extrêmement simples, voire simplistes. Et du coup, on pouvait être technique dans Ethereum juste parce qu'on savait coder un token, quoi. Donc ça a bien évolué. Et forcément, plus un écosystème mature, plus il se complexifie et plus le bagage technique requis est élevé. Donc j'ai eu de la chance d'arriver très très tôt. Ok. Et aujourd'hui, au sein de AAV, qui est la plus grosse
banque décentralisée, si on peut dire ça comme ça. Banque, c'est déjà pour s'appeler banque, il faut être une institution financière, c'est régulé comme mot. Et puis surtout, toute l'idée de la DeFi, c'est de faire autrement que ce que font les institutions actuelles. Non, tu as raison. Mais effectivement, c'est le plus gros opérateur de liquidité sur la finance décentralisée, en tout cas de ce qu'on appelle l'écosystème Ethereum. Encore le plus gros officiellement, puisque encore est beaucoup plus petit. Il y a quelques heures, il y a quelques jours. Voilà, depuis quelques jours, il y avait un petit peu de, en termes de taille entre Encore et Aave. Maintenant, un peu de concurrence. Maintenant, il y en aura d'autres, mais plus celle-là en tout cas. Et est-ce que c'est vraiment une concurrence? C'était une alternative, on va dire ça. Et donc voilà, en termes de liquidité, aujourd'hui, Aave est le plus gros protocole de liquidité. De finance, ok, sur la finance décentralisée. Et donc du coup, toi, si tu dois me décrire ton job aujourd'hui en quelques mots. Moi, je travaille essentiellement sur les synergies entre les protocoles. Okay. C'est-à-dire que Aave, ça se pense comme ce qu'on appelle un middleware, c'est-à-dire que ça va être une sous-couche de liquidité qui va être utilisée par d'autres protocoles de la finance décentralisée ou aussi où les autres protocoles vont apporter leur liquidité afin de créer une base de rendement sur leurs actions. Et moi, je suis vraiment dans cette idée d'aider à faciliter, de créer ces ponts et ces passerelles entre les protocoles de la finance décentralisée. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est ce qu'on appelle les synergies, ce que j'appelle les synergies. Et c'est ce qui rend la DeFi hyper intéressante, puisqu'on est dans un système financier où la coopération crée plus de valeur que la compétition directe. En fait, dans la finance décentralisée, si on prend n'importe quel protocole et qu'on l'isole, qu'on le met dans un silo tout seul, ça devient tout pourri. Uniswap, c'est génial, mais s'il n'y a pas de token à échanger, ça ne sert à rien. Aave, c'est génial, mais si on emprunte des tokens et on ne peut pas aller les échanger quelque part, ça ne sert à rien, etc., etc. Et si on prend n'importe quel protocole de la DeFi, on l'isole, il devient tout pourri et sa valeur est zéro. Par contre, comme on est dans un écosystème où ces protocoles interagissent entre eux et créent de la valeur entre eux, là, on a quelque chose qui a beaucoup de valeur. Okay. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui fait que, justement, parce qu'il y a le problème avec l'UST en ce moment, on a parlé du DPEG, machin, etc. Donc il a été décorrélé du dollar. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une sécurité quand tu es épargnant tout seul de ton côté, que tu vas pas forcément mettre tes cryptos via CoinHouse ou via une application comme Celsius, Nexo, Swissborg, ce que tu veux, etc. Quelle sécurité tu as en tant que personne physique à déposer des cryptos sur Aave en fait? L'une des grandes différences, c'est que toute position sur Aave est surcollatéralisée. C'est-à-dire que le protocole Aave, et ça c'est le grand intérêt des smart contracts, c'est qu'un smart contract, c'est un ensemble de règles du jeu. Et en fait, qui qu'on soit sur la planète, qu'on ait 1 milliard ou $100, on doit respecter les mêmes règles du jeu. Et donc, il n'y a pas de traitement de faveur possible, il n'y a pas de discrimination qui est possible. Et ça, c'est l'un des grands points forts de la finance décentralisée. Et toute personne qui a une position, qui emprunte sur Aave, la valeur de son dépôt, la valeur de son collatéral sera toujours supérieure, strictement supérieure à la valeur de son emprunt. Ce qui fait que lorsqu'on apporte de la liquidité sur Aave, il y aura toujours plus de valeur pour couvrir cette liquidité en cas de problème que de valeur mise à disposition. Ce qui est différent d'un système comme UST par exemple, ou UST, en fait, le collatéral, c'est que on peut, ce qui donne de la valeur à l'UST, c'était la conviction qu'on pouvait échanger $1 d'UST contre $1 de Luna. On s'est rendu compte très fortement les jours précédents l'enregistrement de cette vidéo que ce mécanisme existait en principe, mais quand on en avait plus besoin, il n'existait pas vraiment. Et ce qui a provoqué un peu les événements qu'on est en train de vivre en ce moment. Bien sûr, on ne peut pas prédire l'avenir, donc on verra bien ce qui se passe. Peut-être a priori, c'est demain, il va repartir à 113.
J'estime que la probabilité que ça arrive est très faible. Vous nous écoutez du futur, donc vous savez. Aujourd'hui, si on nous pose la question, moi je n'y crois pas vraiment. Mais tout est possible. Et donc, il y a cette idée de rédemption. Et donc, on est dans un stablecoin qui est algorithmique, alors que AV, ce n'est pas des stablecoins, mais on est sur des positions collatéralisées et même surcollatéralisées. Donc, ce qui fait que, et surtout, tout actif sur AV ne peut pas forcément être utilisé comme collatéral. Là, on va reprendre l'exemple de UST, puisque UST est sur AV Ethereum V2, et UST peut être déposé, apporté en liquidité sur AV, mais ne peut pas être utilisé comme dépôt de garantie pour prendre un emprunt. D'accord. C'est-à-dire qu'il existe 0$ de position sur AV qui utilise de l'UST en collatéral. Et donc aujourd'hui, que l'UST qui valait il y a 3 jours $1, qui vaut maintenant, quand on enregistre, 45 centimes, ça n'a provoqué aucune liquidation sur le protocole AV. D'accord. Puisque les gens peuvent apporter de la liquidité, les gens peuvent déposer autre chose en garantie, comme de l'Ether, du Bitcoin, d'autres stablecoins, peuvent emprunter des UST, mais ne peuvent pas les utiliser comme collatéral. Ce qui fait que ce risque-là est de 0. Ok. Et ça passe par quelque chose qui est hyper important, c'est l'analyse de risque. Et en fait, AV étant un protocole décentralisé, il y a une gouvernance qui prend les décisions sur ce protocole. Et lorsque Terra Labs, qui a fait cette proposition d'ajouter l'UST comme collatéral sur AV, la communauté s'est réunie, a étudié le dossier, entre guillemets, de cet actif. Et ça, c'est des choses qui sont publiques. Si vous allez sur gouvernance.av.com, vous allez voir les discussions de la communauté sur la question. Et il a été décidé par la communauté d'ajouter le token UST sur AV, mais avec aucun pouvoir de collatéralisation. D'accord. Il se trouve qu'aujourd'hui, forcément, on a toujours raison avec du recul, mais on se trouve qu'aujourd'hui, c'était plutôt une bonne idée de le faire. Okay. Et ce qui est intéressant dans la finance décentralisée, c'est que tout à chacun peut participer à ces discussions. Bien sûr. Parce que donc ça fonctionne via la gouvernance, donc via votre token, du coup. Le token AV, oui. Et donc, du coup, n'importe qui peut prendre part aux décisions qui seront soumises par une entité tierce, quoi. Comme la fondation Luna. Voilà. Exactement. Dans le sens où, déjà, on n'a pas besoin de détenir du AV pour être dans les discussions du forum. C'est parce qu'on ne va pas vous demander votre nombre d'AV avant de rentrer. C'est des discussions qui sont publiques. Donc, public, ça veut dire ouverte à tous. Après, il y a une charte à respecter, Bien etc. Si vous venez dire mon token c'est le meilleur dans une discussion qui n'a rien à voir, vous allez vous faire supprimer votre message. Mais bon, c'est parce que vous ne respectez pas la charte. Mais ça, c'est normal. Toute discussion doit être cadrée. Par contre, pour qu'une décision, il y a des discussions qui sont ouvertes et publiques, on arrive à une sorte de consensus de communauté, et ce consensus se transforme en vote. Okay. Et là, c'est les gens qui détiennent du AV qui vont dire oui, non ou s'abstenir. Okay. Et selon le résultat de ces consultations, on va passer à un vote directement sur les smart contracts, où là, il y aura directement, si le résultat de ce vote est oui, une modification des smart contracts pour ajouter un nouvel actif, changer des règles de collatéralisation, se déployer sur une nouvelle blockchain, etc. Et ça se fait directement avec le token AV. Donc si vous détenez du AV, vous détenez une partie du contrôle du protocole. Bien sûr. Et en fait, moi je travaille chez AV, certes, mais je travaille pas pour le protocole en lui-même. Ça n'a pas de sens de travailler pour un protocole directement. Je travaille pour les compagnies AV, qui sont un conglomérat de différentes entités. Et nous, on est l'un des développeurs du protocole AV. Il en existe d'autres, par exemple BGT Labs, qui est directement financé par la DAO. Et j'ai pas de bouton quelque part, de bouton magique. Il n'y a pas une ligne secrète du smart contract où je peux appuyer et dire « Ah bah, le Clément Coin est sur AV demain », même si tu me donnes beaucoup d'argent. Mais ok, donc ça veut dire que toi, techniquement, moi, j'ai aucun pouvoir. Et même Stani, qui est notre CEO, CEO des AV compagnies, c'est pas du protocole. Un protocole n'a pas de CEO, ça n'a pas de sens. Stani n'a pas de bouton secret ni d'influence particulière. D'ailleurs, pour des raisons de neutralité, les AV companies ne votent pas avec leur AV.
C'est-à-dire qu'il y a une trésorerie qui appartient aux entreprises AV. Et pour l'instant, il y a une politique de neutralité. Il n'y a rien qui nous oblige, on pourrait voter demain. Bien sûr. Mais il y a une politique de neutralité là-dessus. Donc nous, en tant que personne, on peut voter, puisque moi j'ai des AV et je me prive pas de voter et de donner mon opinion. Mais les compagnies AV ne votent pas dans la gouvernance et exercent un petit peu je ne sais pas si ce serait un devoir, mais un retrait en laissant la communauté décider. Pour pas avoir une influence trop grande. Parce qu'il y a le souci, et c'est pas vraiment un souci, c'est que la décentralisation peut aussi être progressive. C'est qu'il y a beaucoup de projets DeFi où si tu avais les équipes ou les investisseurs qui ont un peu lancé le projet, qui votaient, en fait, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de pouvoir de vote, il serait complètement effacé, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc ça veut dire que un jour, si jamais enfin en tout cas les entités qui sont derrière décident de se transformer un peu en e-corp, elles peuvent voter contre l'intérêt de la majorité, ça voudrait dire Là, ça rentre, et ça, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que toute la blockchain est basée sur ce problème-là, qu'on appelle le fameux problème des généraux byzantins ou même de la game theory en général. C'est que, certes, tu peux voter en tant qu'entité qui détient beaucoup du token de gouvernance contre l'intérêt de ton protocole, mais comme il existe ou pas, c'est en tout cas, il y a peut-être une corrélation. Est-ce que c'est une causalité, je ne sais pas, mais une corrélation entre la bonne santé du protocole et la valeur de ce token de gouvernance. Si tu fais des propositions qui vont à l'encontre de la bonne santé, peut-être que les gens n'auraient plus confiance du coup. Plus confiance dans le fait de détenir ce token de gouvernance, puisque ils se diront ça sert à rien de voter, etc. Et du coup, c'est se scier la branche sur laquelle on est assise. Donc, la théorie des jeux pointe sur le fait que quelqu'un qui a du AV aujourd'hui devrait favoriser les meilleurs intérêts du protocole en lui-même. Et ça va pour AV, ça va aussi pour les autres protocoles. Ok. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de Lens Protocol ? Parce que alors, ça fait un moment où j'en entends un peu parler. Ça arrive. Vous étiez pas mal présent lors de... alors, pas DevConnect, mais plutôt Hit Amsterdam. Oui. DevConnect aussi, beaucoup de gens ont travaillé sur Lens. C'est vrai. Ouais. Moi, j'étais déjà parti, donc j'ai pas eu le temps de voir votre stand, etc. et de discuter avec des gens. Je sais. Lens Protocol, qu'est-ce que ça cache en fait ? C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est assez marrant parce que aujourd'hui tous les yeux sont braqués sur Lens, puisque c'est la partie visible entre guillemets qui existe aujourd'hui. Mais pas sur ce qui développent dessus en fait, c'est ça ? Mais moi je suis prêt à parier que dans moins d'un an, plus personne parlera de Lens. Et tout le monde parlera des applications qui seront construites sur Lens, puisque Lens, c'est un protocole, c'est les tuyaux, c'est l'infrastructure. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on construit sur cette infrastructure, qui seront les applications, le layer applicatif, qui seront des applications de réseau social, de création de contenu et de monétisation de ce contenu, de partage d'informations, de levée de fonds, etc. Tout ce qui est rendu possible par le Lens protocole. Et donc, on en parlait avec l'un des développeurs de Lens Protocol, puisque comme je dis, les AV companies au plusieurs, moi je travaille sur le AV Protocol, donc la partie vraiment liquidité, et je fais pas partie de la team Lens. On est dans le même groupe, bien sûr, mais on est des teams un petit peu séparés. Et je parlais on évoquait la question avec ce développeur en disant en gros, profites-en parce qu'on parle de ton protocole, bientôt on n'en parlera plus jamais et les gens ne sauront pas que ça existe. Et en fait, c'est le meilleur scénario qu'on n'en parle plus. Parce que ça veut dire que tout le focus va sur l'applicatif, là où les utilisateurs sont vraiment. Puisque un utilisateur de Lens, en fait, c'est une application. Les gens tout à fait. utiliseront les applications qui elles-mêmes utiliseront Lens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est sur le testnet. Mais c'est réservé aux développeurs.
Et d'ailleurs, le lien pour aller tester le testnet, c'est lens.dev. Ok. C'est pour les développeurs et ça a été pensé pour les développeurs pour que des gens puissent s'en emparer et créer des applications. Une qui commence à faire du bruit un petit peu, c'est le copier-coller de Twitter, entre guillemets, Lenster. Tout à fait, ouais, j'ai essayé, c'est assez intéressant. Mais ça représente 5% des capacités du protocole. D'accord. Puisque clairement, le Lens Protocol, c'est pas le Twitter Web3. Enfin, c'est pas que ça. D'accord. C'est focus sur le fait de offrir une boîte à outils aux créateurs de contenu pour qu'ils puissent monétiser ce contenu et partager ce contenu dans des règles qui sont différentes du Web 2. D'accord, mais donc ça veut dire que il faut quand même qu'il y ait des gens, que ce soit des boîtes, des protocoles, enfin voilà, des gens qui développent par-dessus un Twitter, un Facebook, un Instagram, enfin ce que tu veux, C'est ça. pour pouvoir justement recréer tout cet écosystème. Ok. Et donc là, le plus important, si je peux dire, à l'heure actuelle, c'est Lenster, c'est ça? Aujourd'hui, c'est Lenster. Lenster n'est pas du tout développé par AV. Ça D'accord. vient d'un hackathon précédent. Ok. Donc Yoki Dev, qui est à la tête de ça. Maintenant, il a une toute petite équipe, mais ça commence à se développer. Il a participé à un hackathon, je me souviens plus exactement lequel, peut-être Denver, enfin dans les mois précédents. Et c'était vraiment, c'est parti d'un projet de hackathon et c'est en train de se développer en application plus large. Aujourd'hui, ce qui freine, c'est que Lens Protocol n'est pas sur le mainnet. Mm-hmm. Mais là, on est sur la dernière phase du testnet et officiellement, depuis plus de 2 semaines maintenant, le Lens Protocol est en audit. C'est-à-dire, il est en statut qu'on appelle code freeze, c'est-à-dire que les développeurs ont considéré que l'état du logiciel actuellement était prêt à rejoindre le statut de production, c'est-à-dire à être public. Et du coup, c'est aller à des sociétés d'audit qui sont des firmes indépendantes qui vont vérifier le code, et regarder, essayer de le casser, regarder de potentielles faiblesses afin de les révéler et de vulnérabilités afin de assurer la sécurité des utilisateurs. Donc c'est un process qui va prendre du temps, qui va être audité par différentes firmes indépendantes qui ne sont pas AV, qui sont des gens dont c'est le métier et qui ont aucun intérêt à cacher des vulnérabilités ou à les dire. Enfin, ils sont là pour faire leur métier. Et ce qui augmenta aussi le degré de confiance qu'on peut avoir en utilisant le protocole. Et donc là, on se rapproche tout doucement, mais sûrement, de la sortie mainnet de Lens Protocol. Ok. Si je dis pas de bêtises, sur Lenster, c'est une version testnet de Polygon. Du coup, ça voudra dire que Lens Protocol fonctionnera sur Polygon? Alors aujourd'hui, on est sur Polygon. Le POS Network, donc vraiment le layer 1 de Polygon. Polygon se considère comme un layer 2. C'est pas loin d'être vrai, à quelques détails près. Et du coup, aujourd'hui, le Lens Protocol va très probablement se lancer sur ce mainnet de Polygon. D'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne peut pas rester sur Polygon. D'accord. Dans le sens où Polygon, c'est très bien quand tu as 50 000, 100 000, 150 000, 200 000 utilisateurs. Quand tu commences à en avoir 2 millions, 20 millions, ce qui est possible dans des choses d'interaction et un peu sociales, la blockchain ne le permet pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réseau blockchain layer 1 qui permette de faire ça, à part peut-être Solana, mais quand ça marche. Ça c'était gratuit, mais justifié. Nous sommes un média agnostique, nous n'avons rien contre Solana. Voilà. Nous ne reviendrons pas sur les 3. Moi, je reviendrai. Enfin bref, c'est pas seulement autre chose, c'est pas le sujet. Mais et du coup, très probablement, en fait, Lens Protocol va devenir un protocole sur un layer 2. Okay. Et donc un layer 2 peut-être, puisqu'on peut faire des layer 2 sur Polygon. Alors si on considère Polygon un layer 2, ce sera un layer 3. Si on considère que c'est un layer 1, ce sera un layer 2. Il y a 0,005% de la population mondiale qui s'intéresse à ce genre de détails. Donc voilà, c'est juste pour dire techniquement, ça peut être sur son réseau supplémentaire à part qui aura moins de problèmes de scalabilité, ce qui peut être intéressant pour tout un tas de choses. Et du coup, ce réseau applicatif serait dans ce réseau particulier.
ça n'a pas d'intérêt de le faire dès le premier jour, Mhm. puisque les besoins de scalabilité dans une plateforme qui se lance dans les premières semaines, premiers mois d'un mainnet, généralement, on n'a pas de problème de scalabilité à ce moment-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que prendre une application et l'envoyer sur un layer au-dessus, surtout si on parle de choses sociales où c'est pas des choses de liquidité où il y a des dizaines de milliards, etc., c'est pas si complexe que ça. Donc ça peut devenir un layer 2 sur Polygon, ça peut devenir un subnet sur Avalanche, Mhm. ça peut être sur Starknet. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est écrit là-dessus, et puis c'est décentralisé, donc à un moment, ce sera à la communauté de décider. Mais aujourd'hui, ça va se déployer sur Polygon Mainnet D'accord, au début, et puis on verra plus tard. ok. C'est des problèmes de riches, entre guillemets. Si on a tellement d'utilisateurs qu'il faut migrer, je Bah, pense que c'est pas... Alors c'est vachement intéressant ce que je dis, parce que du coup, alors encore une fois, on est, en termes de temporalité, on est sur des... Voilà, mais il y a à peu près 48 heures, 24-48 heures, Meta, donc, qui est derrière Facebook, Instagram, etc., a expliqué qu'ils allaient permettre à leurs quelques 2 milliards d'utilisateurs de pouvoir utiliser, intégrer des NFT dans leurs publications, sur leurs photos de profil, etc. Justement, Et sur Polygon. et sur Polygon. Donc du coup, ça veut dire quelque part qu'il faut que le réseau tienne. Alors, on se doute bien que du jour au lendemain, il ne va pas y avoir 2 milliards d'utilisateurs, sachant qu'en plus, il y a une quantité de bots. Coinbase NFT, c'est 100 personnes pour l'instant, je crois. Je crois que Coinbase NFT, c'est un énorme échec. Meta, je sais pas. Peut-être que ça va être un succès, moi j'y crois pas trop, mais potentiellement ça peut être énorme, effectivement. Parce que si... alors, je sais pas quel intérêt il y aurait à ça, peut-être qu'il y a un intérêt. Moi, je suis là pour poser des questions, mais de se dire que, bah voilà, tu as un compte Instagram que tu aimes bien alimenter, toutes les photos que tu prends deviennent des NFT, du coup. Alors, on ne parle pas de la question de l'on-chain et l'off-chain pour la data, etc., mais en termes juste de transactions, etc., c'est quand même quelque chose qui peut être important. Si du jour au lendemain, il y a même 100 millions de personnes qui se mettent à utiliser un réseau comme ça. Je pense que les marchés s'auto-équilibrent déjà. C'est que, tu vois, si tu prends une photo de ton déjeuner, on a très très bien déjeuné dans cet endroit qui nous accueille, et que aujourd'hui ça te coûte rien de prendre cette photo et de la mettre sur Instagram. Bien sûr. Ça te coûte 0. Si ça te coûte 2 centimes, c'est pas ça qui va te ruiner, mais est-ce que tu auras envie de le faire? Est-ce que tu as envie de le faire? Bien sûr. Et ça, c'est un peu de la game theory. Et qu'est-ce que c'est s'il y a tellement d'utilisateurs et qu'il y a vraiment des gens qui veulent avoir leur contenu que c'est 5 centimes ou c'est 10 centimes? Je pense pas que sur des réseaux comme ça peut devenir $1 ou $5. Quoique, les gens disaient ça sur Ethereum en 2016. Et pourtant, mais c'est arrivé plus tôt que prévu. Après, il y a des solutions de scalabilité. Bon, il y a d'autres choses, mais si ça te coûte 5 centimes, est-ce que tu vas le faire ou pas? Et pourquoi je pose la question? C'est moi, ma réponse est non, parce que je ne suis pas créateur de contenu sur Instagram, j'ai même pas de compte. Du coup, c'est pas mon métier. J'aurais peut-être 4 likes et demi sur cette photo, et dont 3 viendraient de ma mère et deux alternatives accounts qu'elle aurait pour dire c'est bien ce que tu fais, mon fils. Toi-même tu sais, on embrasse, j'embrasse. Enfin voilà. Mais ça c'est une question là. Par contre, si cette photo, en fait c'est ton métier, t'es photographe, t'es journaliste, ou c'est un truc qui est intéressant, et c'est une photo qui a de la valeur de manière intrinsèque, peut-être que ces 5 centimes, t'es tout à fait prêt à les payer, parce que il y a de bonnes chances que quelqu'un veuille acheter les droits dessus directement, te payer des royalties dessus, et donc là ça devient intéressant. Okay. Et on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Vraiment, Lens Protocol, ça n'a pas été pensé comme un mass social media. Aujourd'hui, le business model du Web 2, c'est de vendre le temps de cerveau disponible de leurs utilisateurs. Tout à fait. Et en fait, quand ton business model, c'est de tout faire gratuit, et ton produit, c'est ton utilisateur pour lui afficher de la pub Coca-Cola,
tu as besoin d'1 milliard d'utilisateurs. Parce que la valeur de ton créateur de contenu, elle est très très faible, puisque ce que te paye l'annonceur pour un clic, c'est quelques centimes. Quelques dizaines de centimes sur des trucs très ciblés, avec beaucoup de données qui ont été collectées, etc. Et c'est très très faible. Quand tu es un créateur de contenu, et que tu fais un contenu qui intéresse les gens, et les gens sont prêts à payer pour y accéder, en fait, ton produit, c'est ce que tu crées, ce que tu partages. On n'est plus du tout dans les mêmes systèmes, et dans le Web3, tu n'as pas forcément besoin de la publicité pour monétiser, puisqu'on est sur des créateurs de contenu qui ont de la valeur intrinsèque. Et du coup, si tu prends un pourcentage qui est infime, puisque la blockchain c'est hyper efficient, donc tu n'as pas besoin de prendre les fameux 48% de méta de commission, je pense que ce sera très compétitif, Lens Protocol, par rapport à méta, extrêmement même. Sachant qu'OpenSea c'est 2,5%, les mecs ils ont craqué quoi. 48% quand la plateforme numéro 1 du marché c'est 2,5%. Sachant qu'il faut rajouter à ça les fils du créateur par-dessus, donc c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est un autre débat. Là tu es dans un modèle économique complètement différent, et du coup t'as pas besoin d'1 milliard d'utilisateurs, et même tes utilisateurs viennent pour consulter et consommer du contenu, mais pas forcément pour le créer et le partager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un YouTuber qui a 100 000 abonnés, ces 100 000 abonnés, ils ont tous un compte YouTube, mais il y en a 99,9% qui ne publient pas de vidéos YouTube. Ils sont juste là pour consommer. Qui sont là pour consommer du contenu. Bien sûr. Et en fait, ce YouTuber qui a 100 000 abonnés, il fait une vidéo qui a 20 000 vues, il touche entre 300 et 500 $ en revenus publicitaires, en monétisation. Aujourd'hui, c'est nul. Et c'est pour ça que tous vos youtubeurs que vous regardez, ils font des OPSP. C'est-à-dire, même si vous avez YouTube Premium et vous n'avez pas la pub ou vous avez Adblock, il y a quand même un peu de pub dedans. Il y a quand même de la pub à l'intérieur, et celle-là, vous ne pouvez pas la skipper avec un bloqueur de pub. Il existe des logiciels, mais bon, bref. Vas-y, donne. Bref. Et du coup, c'est quand même étrange qu'un créateur de contenu qui est censé être monétisé par la plateforme qui l'accueille, ait besoin de faire de la pub pour gagner sa vie et payer ses employés et avoir du matos et payer les frais de son entreprise. Et pourtant, tous ces gars-là, ils ont un Patreon, un Ulule, un Tipeee, enfin bref, il existe plein de plateformes. Et aujourd'hui, un OnlyFans peut-être. Aujourd'hui, c'est très compliqué puisque on demande ou un OnlyFans, effectivement, on demande aux gens de quitter la plateforme, aller ailleurs pour s'inscrire, créer un compte dans ces plateformes de soutien aux créateurs, pour avoir peut-être par email la vidéo 3 jours avant parce qu'on fait partie du truc, ou le lien Skype pour faire, bref, ou Discord, et tout ça, ça se passe ailleurs. L'intérêt du Lens Protocol, c'est que tout se passe au même endroit, et on peut vraiment créer des communautés. Un compte peut être une DAO qui peut produire des NFT qui sont entre guillemets une marketplace, et donc il y a tout un tas de choses. C'est vraiment pensé pour que le créateur de contenu soit le centre de gravité, alors qu'aujourd'hui dans le Web 2, le centre de gravité c'est l'utilisateur qui vient consommer de la publicité, et le créateur de contenu est juste un des échelons de cette boucle infernale qui est là pour nous faire voir des pubs. Donc on est dans un modèle qui est entièrement différent et qui n'a pas besoin d'1 milliard d'utilisateurs pour réussir. On peut avoir un Lens Protocol à 50 000 utilisateurs qui est un immense succès. On est vraiment, on remet l'aspect communautaire au centre. Clairement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes youtubeur, si vous avez moins de 100 000 abonnés, vous êtes mort, parce que personne ne veut monétiser chez vous, vous ne faites pas top SP, et du coup, vous gagnez rien, vous ne payez pas votre loyer avec la monétisation. Chez Lens Protocol, vous pouvez être un créateur de contenu avec 200 super followers, entre guillemets, enfin de gens qui sont directement consommateurs de votre contenu, et avec 200 personnes, vous gagnerez plus que celui qui a 100 000 abonnés. Et ça change complètement le game, puisqu'on peut avoir des micro-communautés plus engagées, et aussi, vu qu'on n'a pas ce centre de gravité qui sont les annonceurs, on n'a plus ce besoin d'autocensure permanent. Parce qu'aujourd'hui, c'est normal. Moi, si je suis annonceur aujourd'hui, je veux pas que la marque de mon entreprise soit associée à du contenu violent, à du contenu qui est potentiellement politique, à du contenu. J'ai envie que ma marque, elle soit associée à l'image de ma marque, à l'image que je veux renvoyer avec ma marque. Et du coup,
Si quelqu'un a un contenu qui me correspond pas, eh ben, je préfère être conservateur et que mes pubs passent pas devant son contenu. Et ça, c'est un cercle vicieux dans YouTube qui crée une autocensure extrêmement forte. Moi, je pense qu'il n'y a pas tant de censure directe que ça de YouTube, quoique, selon les témoignages, mais ça, c'est très... Mais il y a beaucoup d'autocensure. On voit des gens sur Twitch, des gens qui ont 3000 abonnés sur Twitch, qui s'empêchent de dire des gros mots parce qu'ils se disent « Oh, on va avoir des problèmes avec Twitch. » Alors que, mec, t'as 3000 abonnés, Twitch, ils ont d'autres choses à faire, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai du respect pour les petits créateurs, mais je pense que... Non, mais tu as entièrement raison. Il y a beaucoup d'autocensure qui n'a pas lieu d'être. Alors que, quand on est dans un modèle où les annonceurs ne sont pas le centre de gravité, c'est complètement différent. On peut créer le contenu qu'on veut, et si ça plaît pas à tout le monde, si c'est pas family friendly, si c'est pas politiquement correct, etc. Et ben si on a une communauté qui est prête à consommer ce contenu et à payer pour ça, pourquoi pas. Okay. Et je pense que la blockchain, c'est pas là pour dire il y a des valeurs familiales qui sont supérieures à d'autres valeurs. L'idée, c'est que y a un droit à l'expression dans les cadres de la loi, puisqu'il existe des lois dans certaines juridictions, mais dans le cadre de la loi, si tu as envie de t'exprimer, exprime-toi, et si ça intéresse personne, de toute façon, tu auras 0 abonné, tu gagneras 0, et puis tu iras retourner bosser à McDo comme nous tous, bientôt. Voilà, écoutez, merci en tout cas Marc pour ce magnifique mot de la fin. On ira tous bosser à McDo, sachez-le. Voilà, McDo France, qui est l'un des premiers employeurs de France, on le rappelle. We all gonna McDo it. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour cette parole libérée, si je peux dire, et tes explications fournies et compréhensible. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission avec un nouvel invité de Marc, pas celui-là, et des bisous. Ciao!